Dans cette vidéo, plongez au cœur de l'histoire avec Air War Stories. Nous allons vous raconter comment nous avons remonté le temps en enquêtant sur le crash d'un avion de la Royal Air Force en 1940. Nous avons retrouvé des photos de l'avion, du pilote. Nous avons fouillé et analysé le site du crash. Nous avons eu accès au dernier Lysander présent en Belgique. Et enfin, nous avons commémoré avec les descendants des membres d'équipage. Nous avons enquêté pendant 8 mois sur le crash d'un avion en 1940. Il s'agit d'un Westland Lysander. Cet avion était immatriculé L4742. L'avion que vous avez donc sous les yeux sur cette photo est l'avion exact qui s'est écrasé et sur lequel nous avons enquêté. Recherche sur Internet, dans des revues spécialisées, dans des archives, échanges avec des spécialistes de l'aviation de la Deuxième Guerre mondiale et même avec un témoin oculaire. Nous avons recollé les morceaux des événements. Nous savons que l'avion a été abattu par un chasseur allemand, un Messerschmitt 109. Les 2 membres d'équipage sont décédés. Ils sont enterrés dans le cimetière du village. Lors de notre enquête, nous sommes parvenus à trouver une très belle pièce de l'avion. Notre témoin, qui avait 15 ans en 1940, avait été ramassé un morceau de l'avion sur le site du crash. Ce morceau a traversé les 85 ans qui nous séparent de l'incident, puisqu'il avait été transformé en une pelle. Après notre enquête, nous avons organisé une commémoration afin de rendre hommage aux membres d'équipage, Terence Clark et William Rodulson, qui ont tous les deux perdu la vie le 14 mai 1940. Nous avons eu le privilège d'accueillir le petit-neveu de William Rodulson, Andrew Rodulson. Après discours et inauguration d'un panneau commémoratif réalisé par nos soins, nous avons pu réunir 3 familles liées par cet événement. La famille Rodulson, dont était issu le mitrailleur arrière de l'avion, la famille Guyot, famille de Jeanne Guyot, une des résistantes qui a permis d'enterrer secrètement et dignement les aviateurs dans le cimetière en 1941. Elle perdra d'ailleurs la vie en camp de concentration en 1945. Et enfin, Monsieur Meuron, en personne, le témoin oculaire de l'épave en 1940. Nous avons réalisé un documentaire détaillé sur toute l'enquête que nous avons effectuée. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller le regarder, le lien est dans la description ou cliquez sur l'image qui apparaît à l'écran. Pour ceux qui sont restés, place à la fouille du site du crash. Grâce à notre témoin oculaire, nous avons pu localiser le site du crash. Nous avons effectué une première fouille au printemps, mais la zone indiquée était un champ sur lequel des cultures commençaient à pousser. Nous avons néanmoins réussi à trouver une belle pièce, malgré la petite zone de fouille à laquelle nous étions limités. Nous avons décidé d'offrir cette pièce à Andrew Rodulson, le petit-neveu du mitrailleur arrière, William Rodulson. Nous sommes revenus en août, après les moissons. Le champ avait été labouré. Lorsque le détecteur bip, nous creusons à l'aide d'une petite pelle et découvrons ensemble la trouvaille. Puis nous marquons la zone avec un drapeau et une feuille A4 avec le numéro de la trouvaille. La première pièce est lourde. Un raccord hydraulique avec filetage mâle, un hexagone et des stries. Il s'agit probablement de matériel agricole. Nous allons plus loin dans le vallon et trouvons une zone où le détecteur se met à biper en plusieurs endroits. Nous trouvons là plusieurs choses intéressantes. Espacées de quelques mètres, 2 petites pièces de ce qui ressemble à de l'aluminium fondu aggloméré. Entre les deux, une section de quelques centimètres d'un tube d'aluminium écrasé. Quelques mètres plus loin, une petite pièce d'aluminium pliée. Je continue à scanner le vallon en descendant vers le bas du champ. Peu de temps après, le détecteur bip. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la pièce la plus significative. Une barre d'aluminium, avec traces de trous de rivet, et surtout, la peinture dark green typique du camouflage de la Royal Air Force en 1940. Nous fouillons depuis plusieurs heures, et c'est la première pièce dont je suis certain qu'elle provient de notre avion. Je continue à fouiller. Un peu plus loin, je trouve une pièce d'aluminium sans peinture. Je devine un trou de rivet. Rapidement, je considère que c'est une pièce de l'avion. L'épaisseur est très similaire aux pièces d'aluminium authentifiées précédemment.
Je remonte pour terminer une partie qui n'avait rien donné plus tôt dans la journée. Je trouve à nouveau une section d'un tube d'aluminium similaire à celui trouvé à 100 mètres de là. Enfin, la dernière pièce que mon détecteur me désigne n'a strictement rien à voir avec notre avion, puisqu'il s'agit probablement d'un embout de sangle datant de la fin du Moyen-Âge. Ce n'est pas ce que nous cherchions, mais cela reste néanmoins une très belle découverte. Une fois la fouille terminée, je fais décoller mon drone afin de prendre des photographies zénithales de la zone de fouille. Depuis le ciel, chaque feuille A4 dans laquelle sont plantés nos drapeaux me permet de visualiser la répartition des pièces. Combiné à nos notes et photographies prises au sol, je peux localiser chacune d'elles avec précision sur les photos. Je viens ensuite superposer un extrait de carte topographique afin de cartographier la zone de la fouille. Nous conservons sur notre plan uniquement les pièces que nous considérons comme probablement issues de l'avion. Lorsque nous regardons leur répartition, nous observons nettement une concentration dans cette zone de quelques mètres carrés. Cette concentration de pièces et surtout la présence d'aluminium fondu nous laisse penser que nous sommes peut-être proches de la zone d'impact de l'avion. Nous sommes frustrés de ne pas avoir obtenu d'autorisation pour fouiller la parcelle voisine, qui recèle peut-être d'autres pièces qui auraient pu nous permettre d'y voir plus clair. L'aluminium fondu indiquerait qu'il y a eu un incendie. D'après notre témoin oculaire qui avait vu l'épave en 1940, l'avion n'avait pas brûlé. Il est néanmoins possible qu'il y ait eu un petit incendie localisé au moment où l'avion a été touché par les obus du Messerschmitt 109 et lors de sa chute vers le sol. Le feu est peut-être resté contenu sur une partie de l'avion, sans atteindre de matière hautement inflammable, préservant ainsi le reste de l'épave. Les pièces numéros 10 et 11 ont été retrouvées à l'écart, plus bas dans le vallon. Leur position laisse penser qu'elles ont pu être déplacées progressivement par l'érosion due au ruissellement des eaux de pluie dans le vallon. La localisation des pièces 1 et 13, dont nous sommes certains qu'elles proviennent de l'avion, n'est pas naturelle. La pièce 1 et 10 sont espacées de plus de 90 mètres. Notre hypothèse est que lorsque les Allemands ont évacué l'épave en 1940, ils l'ont emmenée dans cette direction, après l'avoir chargée dans un camion. Les pièces ont pu tomber çà et là, à l'écart de la zone d'impact. Tout ceci n'est que spéculation, bien entendu. Un site de crash dans un champ a forcément été considérablement modifié par les passages successifs des machines agricoles depuis 85 ans. Pour l'analyse des pièces trouvées, nous avons eu l'aide du War Heritage Institute. Nous avons eu l'avis d'experts et avons eu l'immense privilège d'avoir accès à la réserve du musée de l'aviation de Bruxelles, dans laquelle est conservé le dernier exemplaire présent en Belgique d'un Westland Lysander. Après notre longue enquête qui impliquait cet avion, le rencontrer a été un grand moment pour Fred et moi. Même partiellement démontée, cette bête de plus de 3 mètres de haut reste très impressionnante. Il s'agit ici d'un Mark III ayant servi pendant un laps de temps très court comme remorqueur de cible dans la Royal Canadian Air Force en 1943. Il a ensuite été stocké à plusieurs endroits, puis offert au Musée royal de l'armée de l'aviation en 1971, puis restauré par la Sabena Old Timer en 1982. Il a été remis en état de vol avec des pièces d'autres Lysander. Il a volé à nouveau, mais a été accidenté. Il a ensuite été restauré pour exposition statique. Il n'a jamais été exposé dans le hall principal du musée de l'aviation, à Bruxelles. Aujourd'hui, le War Heritage Institute se fixe pour objectif à moyen terme de l'amener au cinquantenaire à Bruxelles. Cette rencontre nous a permis d'authentifier avec une quasi-certitude l'origine de la pièce la plus spécifique de nos trouvailles, la pièce numéro 10. L'écart entre les rivets et la largeur de la pièce correspondrait à un élément de la verrière du cockpit.